Bonjour, cette semaine dans Cap Amérique, la campagne présidentielle américaine touche le sol, enfin. Premier atterrissage dans l'Iowa lundi avec les résultats très attendus du caucus qui lancera la course des primaires. L'occasion de vérifier si, comme l'indiquent les sondages, Donald Trump et Bernie Sanders joueront bien les troubles faits côté républicain et démocrate. À suivre aussi la psychose du virus Zika en Amérique latine. À une semaine du carnaval de Rio, on s'affaire pour contenir la propagation de l'épidémie. Et puis le cas des enfants transgenres. Avec l'accord des parents, certains mineurs changent de sexe en Californie. Cette fois, ça y est, la course à la Maison-Blanche est bel et bien lancée, avec lundi prochain le premier temps fort dans la désignation des candidats au sprint final, le caucus de l'Iowa. Un moment très attendu, d'abord parce qu'on aura enfin une première indication grandeur nature, au-delà des seuls sondages, et puis l'occasion de trancher les derbies Clinton-Sanders chez les démocrates, Cruz-Trump côté républicain. Autant dire que cet État de seulement 3 millions d'habitants joue une fois tous les 4 ans dans la cour des grands. Julien Fanchouli. C'est ce que l'on appelle un soutien visible. 1,20 m sur 2,40 m, le visage de Donald Trump trône dans le jardin d'un électeur républicain. Le petit État de l'Iowa est en campagne et il en a l'habitude. Depuis 1972, c'est toujours la même histoire. Le premier caucus y est organisé. Il donne le ton de la campagne américaine. Le 1er février, les démocrates et les républicains se réuniront chacun de leur côté en petits groupes. Ils s'écouteront, échangeront et trancheront. L'Iowa est devenue une étape clé parce qu'en 1976, un obscur gouverneur d'un État du Sud, Jimmy Carter, y a fait campagne pendant 15 mois. Personne ne lui a prêté attention, mais au final, c'est lui qui a remporté l'investiture, puis la présidence. Est-ce à dire qu'un État de 3 millions d'habitants fait l'élection américaine? Pas vraiment, l'Iowa est avant tout un symbole. L'Iowa ne détermine pas forcément qui sera le prochain président ou celui qui sera désigné par les partis. Ce que l'Iowa permet, c'est de défricher le terrain et de découvrir les candidats. Côté républicain, c'est donc l'heure de vérité pour le favori Donald Trump. En tête dans les sondages, le milliardaire se frottera à une élection pour la première fois de sa vie. Face à lui, la liste est longue. 11 candidats sont en lice, dont Jeb Bush, Marco Rubio ou encore Ted Cruz. Laissez-moi vous dire, si chacun de vous persuade 9 autres votants lundi prochain, c'est comme si vous aviez voté 10 fois. Voilà comment on gagnera. Le choix sera plus rapide chez les démocrates. Il y a Hillary Clinton qui fait la course en tête, devant Bernie Sanders et Martin O'Malley. Je suis parmi vous aujourd'hui parce que je sais que certains ici me soutiennent déjà. Et je les remercie. Et je sais que d'autres font toujours leur shopping. Moi aussi, j'aime bien faire ça. Impossible pour les observateurs de prévoir les conséquences du vote de ce premier caucus, car dans l'histoire, l'Iowa a réservé quelques surprises. En 2012 et en 2008, Rick Santorum et Mike Huckabee l'emportent, mais les deux républicains ne tiennent pas la distance dans la course à l'investiture et perdent les primaires. À l'inverse, Barack Obama s'impose dans l'Iowa en 2008, un tremplin dans sa conquête de la Maison-Blanche. Bref, lundi, les dés seront jetés, mais rien ne sera joué. L'Iowa qui compte beaucoup de ses votants parmi les populations rurales du Midwest, un électorat plus conservateur, plus religieux aussi, qu'on retrouve d'ailleurs dans les États du sud des États-Unis. C'est un enjeu notamment pour les républicains. Donald Trump met tout en œuvre pour séduire les évangélistes des protestants américains extrêmement pratiquants et qui jusque-là privilégiaient plutôt son concurrent Ted Cruz dans les sondages. Laurent Berstécher. Accueil chaleureux pour Donald Trump dans cette université chrétienne de Virginie. Le candidat à la primaire républicaine est venu courtiser ses jeunes électeurs. Un vote qui compte. Les évangéliques constitueraient plus de 50% de l'électorat républicain pour les primaires. À 2 semaines du premier vote dans l'Iowa, Trump se positionne en défenseur des valeurs religieuses. Je suis protestant et fier de l'être, presbytérien pour être précis, mais j'en suis très fier, très fier. Nous allons défendre la chrétienté et j'ai le droit de le dire. Je n'ai pas l'obligation d'être politiquement correct, nous allons la protéger. La Liberty University de Lynchburg en Virginie est un bastion historique de l'évangélisme américain. Et même si Trump est plutôt connu pour sa fortune et son caractère sulfureux,
Ici, beaucoup affirment se reconnaître en lui. Il est possible qu'il y ait de meilleurs candidats, mais nous avons besoin de Trump pour battre ceux qui n'ont pas en tête les meilleurs intérêts chrétiens. Trump caracole en tête des intentions de vote chez les évangéliques devant son rival, le très conservateur sénateur du Texas, Ted Cruz. Mais pour certains électeurs, la méfiance reste encore de mise. J'ai des réserves sur le discours de Trump. Il dit beaucoup de choses qui me parlent en tant qu'évangélique. Mais je ne suis pas convaincu que cela dépasse le stade des annonces politiques. Dans l'Iowa, la course reste serrée entre les deux candidats. Mais pour Donald Trump, l'appui des conservateurs chrétiens pourrait être décisif lors du caucus, le 1er février prochain. Zika arrive en Europe. On vient de détecter un premier cas au Danemark, alors que l'épidémie continue de s'étendre en Amérique latine. Au Brésil, notamment, avec 1 million de personnes contaminées depuis un an. Le virus est bénin dans la majorité des cas, mais chez la femme enceinte, il peut se traduire par des malformations du fœtus. Mounia Benaïssa. Manuela attend son deuxième enfant. Elle est enceinte de 4 mois, mais sa grossesse n'est pas des plus sereines. Dans les premières semaines, j'étais très nerveuse. Je ne sortais même plus de la maison. Mais j'essayais de me relaxer. Manuela a peur de se faire piquer par un moustique et d'attraper le virus Zika, soupçonné de provoquer de graves malformations chez le nourrisson. Des microcéphalies à l'origine de problèmes de développement intellectuel, voire même de mortalité chez les nouveau-nés. Avoir un bébé qui a des problèmes neurologiques demande beaucoup d'attention et beaucoup de dévouement des parents. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le virus a été recensé dans 21 des 55 pays du continent américain. Mais le moustique qui le transporte est déjà présent dans tous les pays d'Amérique, à l'exception du Canada et du Chili. Face à cette situation inquiétante, certains gouvernements recommandent aux femmes d'éviter de tomber enceintes, comme en Équateur, au Brésil, en Jamaïque ou encore au Honduras. Une recommandation très critiquée dans une région où les moyens de contraception ne sont pas toujours accessibles. Le Salvador, où l'avortement est interdit, appelle même à éviter toute grossesse durant 2 ans. Seulement 6 mois en Colombie. Dans le pays, 500 bébés sont nés avec une malformation congénitale. Le président a appelé les femmes enceintes à éviter les foyers de moustiques. Les femmes qui attendent un enfant ne doivent pas voyager dans les zones infectées. Rester éloignées des zones où il y a de l'eau stagnante et utiliser des répulsifs. Aucun vaccin n'existe pour le moment contre cette épidémie. Au Brésil, qui compte le plus grand nombre de cas de microcéphalie, les autorités sont inquiètes à l'approche du carnaval de Rio les 7 et 8 février prochains. Le Sambodrome, qui recevra 70 000 spectateurs, a été aspergé d'insecticides par mesure de prévention. On les connaît sous les noms de Caitlyn Jenner ou du co-réalisateur de Matrix, Lana Wachowski. Ces personnalités qui ont changé de sexe aux yeux de l'état civil pour, selon leur volonté, être en accord avec elles-mêmes. Une possibilité désormais ouverte aux enfants dans certains États des États-Unis, comme en Californie. Voyez le reportage de Valérie Defer et Sébastien Vuagna. Ma robe préférée, c'est celle-ci. C'est l'histoire de Matty, un enfant né avec un cerveau de fille dans un corps de garçon. Les gens pensaient que j'étais un garçon, mais moi, je pensais que j'étais une fille. Dès ses 2 ans, les parents de Matty ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de différent chez leur fils. Il était toujours attiré par certaines couleurs, comme le rose ou le violet. Et il voulait toujours jouer à la poupée ou à la princesse. Un mal-être impossible à ignorer. La famille a consulté psychologue après psychologue avec toujours la même réponse. Il est transgenre. C'est l'année de sa transition, en première année de maternelle. Après 3 ans de réflexion, la famille a décidé de franchir le pas de la transition sociale. Mathias, 5 ans, est officiellement devenu la petite Matty. Comment quelqu'un peut-il avoir si jeune le sentiment d'être né dans le mauvais corps?
Darlene Tando est psychologue. Elle a vu le nombre de ses patients transgenres tripler en quelques années. Je pense que les enfants prennent conscience de leur genre entre 3 et 5 ans, parfois même avant. Y a-t-il une explication médicale? L'organe sexuel et l'identité psychique ne se développent pas au même moment. Donc parfois, dans le ventre de la mère, l'organe sexuel est d'un genre, alors que le cerveau s'identifie à un autre genre. La Californie a voté une loi qui oblige toutes les écoles publiques, comme ce lycée de San Diego, à respecter l'identité de genre revendiquée par chaque étudiant, même si cela ne correspond pas à leur état civil. Lily a 15 ans. Née garçon, elle a fait son coming out il y a 3 ans et a décidé de changer d'école. J'avais peur des moqueries. Sur les réseaux sociaux, je recevais des messages de haine. Les gens m'appelaient même sur mon portable pour m'insulter et me laissaient des messages. Selon les études récentes, 40% des adolescents transgenres font une tentative de suicide. Personne ne sait combien il y a de transgenres aux États-Unis. Beaucoup vivent dans l'ombre et les recensements sont interdits. L'estimation la plus sérieuse est de 700 000. Une fois par an, la communauté transgenre manifeste en hommage aux victimes de violences et de suicides. Chaque année, des milliers de transgenres meurent à cause de la violence et de la haine générée par d'autres personnes. Nous n'en voulons pas une de plus. Pas une de plus. Malgré les progrès, les transgenres sont aujourd'hui encore promis à un avenir difficile. Mais pour eux, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un choix. Cap Amérique, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.